Si n'entrez pas, hypocrite, bigot, vieux matagot, marmiteux, boursouflé, torcou, tordu du cou, badaud plus que go et ostrogo, géniteur de magots, marchand de poisses, cagots, cafards en pantouflés, gueux, mitouflés et emmitouflés, frappards et corniflés, tête à baffe, enflure, fagoteurs de tabou, tirez les arrières pour vendre vos abus. Vous tous, qui jouissez d'un esprit clair et sain, réfléchissez, quel est l'enseignement caché sous le voile léger des vers mystérieux. Ainsi donc, c'est bien toi, Virgile, cette source qui nous répand des flots si vastes d'éloquence. C'est sous vos pieds un lac qui, couvert par la glace, aurait plutôt l'aspect du verre que de l'eau. On n'entendrait même pas un petit crac au bord. Des esprits douloureux plongent dans cette glace et leurs dents en claquant, rappellent les cigognes. Quand la cigogne se plaint, c'est que c'est plein de vide. Les cases en moins sont les loges de la folie. Tôt ou tard, notre squelette n'est plus qu'un reste, et ce reste ne vaut pas cher. Lasciate ogni speranza, voi qui entrate. Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. L'espérance, on s'en fout. On préfère l'espoir. l'espoir belle Hélène, avec du chocolat. L'espoir en clafoutis. L'espoir au vin rouquin. L'espoir en smoothie, poché à coups de pointe. L'espoir bourdalou. Et les pommes d'amour. Mais toi, ô Virgile, ô maître sublime, que concoctes-tu en cette cuisine? Je touille des nouilles. Oh là, des nouilles artistiques sans doute. Hein? Des nouilles de style, des nouilles moderne style. Savamment serpentine, des nouilles volubiles, des nouilles qui dessinent des volutes, des entrelacs, des arabesques à la nucha. Garni de jeunes filles fleuries. Ou bien des nouilles asiatiques pour tisser les tapis de soie, broder les voiles des danseuses. Et calligraphier les haïkus. Ni arthritique, ni asiatique. Les deux me font trop mal au dos. Non, des pâtes gallo-romaines dont je surveille la cuisson en écartant l'éternité, car les veux manger al dente. C'est l'enfer quand la nouille colle. Oui. Allez, conférence. L'éphémère. Sujet délicat, s'il en est. Les petites libellules, qui ne vivent que quelques heures à quelques jours, que vous voyez dans Wikipédia, ne vont-elles pas se sentir discriminées? Et les défenseuses et défenseurs des animaux porter plainte contre le printemps des poètes? On n'a pas encore assez de recul. Un peu d'humour dans cette époque de paranoïa et de réseaux sociaux. Rebaptisons le thème « L'effet trait d'union mère ». Après 3 millénaires d'effets trait d'union père, où les monothéismes, les civilisations monothéistes
nous ont fait supporter le fait, FAX, le fardeau du Père, aux pauvres humains, sommes-nous en train de revenir à la déesse blanche, à l'époque où Dieu était une femme? Oh là, Dieu est un mystère et une femme, c'est pareil. Donc, avec cette définition, le mystère s'épaissit. Les fées mères entraînent l'enfant imprudent vers un déjeuner de soleil. Effeuille l'éphéméride, tue le jeune impatient, cherche un nouvel enfant pour lui enseigner les tours de passe-passe, où l'on trépasse et s'éveille quelque peu Dieu. Mon nom est Béatrice, et pour t'y faire aller, j'arrive de l'endroit où j'aspire à rentrer. Béatrice? Béatrice? Et serais-tu par hasard la sulfureuse Béatrice Beck? Belle borgne à la douce trogne, ton aveugle amant, tu lui mens, le trompe avec un voyant, cécité fait nécessité, un œil pour deux, c'est hasardeux. Oui, Béatrice Beck et Ongle, romancière de sacristie et folle muse en paradis. J'ai inspiré l'enfer à Dante. Ombre éphémère et mouvante. Tiens, regarde-moi maintenant. Que penses-tu de ma tenue et de ma moustache lissée? Reconnais-tu ce chef de gare? Bien entendu. Car pour éclaircir ce mystère, nous allons nous tourner maintenant vers un éminent spécialiste du langage, Jean-Pierre Brisset. Jean-Pierre Brisset fut quelque temps angevin. En 1880, employé à la gare Saint-Serge en tant que commissaire de surveillance administrative. C'est ici, à Angers, qu'il reçoit en 1883 une révélation. Ce qui ne nous rajeunit pas. Donc cette révélation, je cite, « L'homme est né dans l'eau, son ancêtre est la grenouille, et l'analyse des langues humaines apporte la preuve de cette théorie. » Et ne croyez pas que Jean-Pierre Brisset lance des paroles en l'air. Il s'y connaît en la matière. Il a appris l'italien pendant la campagne d'Italie et l'allemand pendant sa captivité à Magdebourg, en Saxe. Juste avant de prendre son poste à Angers, il a publié en 1878 la grammaire logique en tant que professeur de langue vivante. Mais c'est en entendant de son bureau de la gare Saint-Serge les coassements des grenouilles peuplant le marais adjacent qu'il est saisi d'une certitude dont il ne se départira pas. Le coassement de la grenouille est à l'origine des langages humains. Et donc, si l'on suit Jean-Pierre Brisset, Dieu serait une grenouille qui aurait transmis le langage aux hommes dans un coassement sublime. Alors, si Dieu était une grenouille, sans doute se nourrissait-il des petites libellules que l'on appelle éphémères. En tout cas, je le cite, solennel. Nous ouvrons donc le livre fermé depuis la création du monde. Il donne la vie éternelle. En vérité, si tu veux en hériter, il faut être pour la vérité. En vérité, c'est l'envers du langage courant. Ainsi va la vie. Surtout quand l'avenir est prédit par un désastrologue. Ah, crédule mortel, victime de l'heure de vérité, l'heure
L'heure de vérité. L'heure de vérité. L'heure de vérité. Elle est morte. Elle est morte. Ah, l'heure de vérité. Mes chers amis, je viens ici aujourd'hui vous présenter la synthèse de mes dernières recherches linguistico-poético-prosodiques à forte verve constipationnelle sur l'éphémère. Ces derniers travaux achèveront de démontrer la pérennité du principe de l'éphémère tirant la chasse d'eau sur les idées reçues, car il s'inscrit dans des horizons littéraires où il ne cesse de mourir et de renaître, car il est toujours obstinément présent par son fondement et ses projections idéologiques. L'efficacité de ma démonstration se fera dans l'exhumation d'un catalogue de références qui finiront, je l'espère, par convaincre les derniers de la fausse sceptique. L'éphémère est, en d'autres termes, transitoire, et qui dit transitoire dit transit. Nous avons donc affaire à un singulier phénomène gastrique que soulignait déjà Tolstoï, l'auteur de Guerre et Paix. Je le cite. « Lâcher un gaz lors d'une soirée mondaine, c'est se permettre d'apprécier le fumet philosophique de la condition humaine. » Ce que confirme Marcel Proust, son presque contemporain, dans son ouvrage « À la recherche des WC perdus ». Longtemps, je me suis haché de bonheur. Oui, mais qu'en est-il de l'effet boule de neige? Non, ce n'est pas une conférence sur les blagues belges. Oui, mesdames, messieurs, l'éphémère est une flatulence qui unit les hommes et les femmes face à leur destin précaire. Car l'éphémère est précaire, tout comme la santé au point ultime de sa vie, de notre vie. Ce que souligne Jules Romain, la santé est un état précaire qui ne nous laisse présager rien de bon. Et qui dit santé, dit prison de la santé. Qui dit prison de la santé dit barreau. Qui dit barreau dit avocat. Et qui dit avocat dit justice. Qui dit justice dit balance. Et qui dit balance dit marché aux légumes. Et qui dit marché aux légumes dit donnez-moi donc 1 kilo de carottes. Arrêtons-nous ici sur les carottes, qui ont bien des choses à nous dire, comme le fait remarquer Sacha Guitry. Quand on me parle d'une femme cultivée, je l'imagine avec des carottes dans les oreilles et du cerfeuil entre les doigts de pied. Oh, ça va. Pas exagérer, là. Oh, misogyne. Ouais. Mais que dites-vous, Béatrice Beck? Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Père avale des couleuvres. C'est la fin des haricots. Père fait l'âne pour avoir du foin. Oui, les carottes nourrissent l'éphémère de nos repas. D'où cette légende racontée par le grand prophète Pierre Desproges, qui nous disait qu'au départ, s'ils étaient au nombre de 9, maintenant les carottes sont cuites. Oui, l'éphémère a inspiré les meilleurs artistes, chansonniers et poètes, tel Alfred de Musset, enfermé dans son cabinet, qui écrivait fort justement une ode au petit coin. Vous qui venez ici, dans une humble posture, De vos flancs alourdis, déchargez le fardeau veuillez quand vous aurez soulagé la nature et déposez dans l'urne un modeste cadeau. épancher dans l'amphore un courant d'ondes pures, Et sur l'autel fumant, placé pour chapiteau, le couvercle arrondi dont l'auguste jointure aux parfums indiscrets doit servir de tombeau. D'aucuns diront que Musset, poussé par cette éphémère inspiration, avait très envie de faire ses besoins poétiques. Et notre contemporain Laurent Gérard, de lui emboîter le pas tout en rendant hommage par éclaboussement au chansonnier Francis Cabrel. Ma cabane au fond du jardin, moi j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. Il y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui fredonnent. Il n'y a pas de tout à l'égout, alors on fait sur les cailloux. J'attire votre attention sur l'aspect salvateur de cet éphémère poussé d'inspiration dans les toilettes de notre imagination, même la plus provocante. Se souvient-on de Serge Gainsbourg qui osa détourner l'œuvre la plus fameuse de Léonard de Vinci? Je me suis fait faire 1 million de Joconde sur papier. Et chaque matin, j'emmerde son sourire ambigu. C'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est doux. Oui, chers amis, l'éphémère nous dit bien des choses sur la vie des trônes
et sur ceux qui y sont assis. Les puissants, les rois, empereurs et autres princes pour des règnes éphémères, marqués par leur volonté quelquefois extravagante de laisser des traces derrière eux, car ils étaient tous animés de la même volonté de ce qu'on a appelé, face à l'histoire, le grand soulagement. Le grand soulagement. Ah, le grand soulagement. Grand soulagement. Ce grand soulagement fut, on le sait, ce mouvement éphémère et pourtant magistral qui porta au pinacle Louis XIV derrière les rideaux de Versailles, ou Napoléon qui conçut ses meilleurs boulets de canon face à l'adversaire. Et que dire de Louis XVI qui, au moment de monter sur l'échafaud, dit cette phrase ultime: « Je remercie le peuple français de me soulager de toute cette merde. » Oui, mais bon, d'accord, mais qu'en est-il de l'éphéméride? Une crainte contre les rides? Non, c'est pas ça. L'éphémère, mesdames et messieurs, a aussi des aspects météorologiques et sanitaires, puisqu'il provoque, telle une infâme contagion, vents et nausées auprès de cette large clientèle bien connue des restaurants gastronomiques, créant des files d'attente interminables devant les WC publics, la population se comptant alors par millions, faisant passer les files d'attente des tests PCR en pharmacie à de l'amateurisme. Le phénomène déclenchant dans la foulée des pénuries de masques à gaz, de papier toilette, et par ailleurs des vagues de chômage cataclysmiques dans les pays développés, avec moult plans sociaux et fermetures d'usines. Ainsi donc, la société Lotus est devenue Motus, et Moltonel, mollo sur les quenelles. Mais c'est aussi sur la faune et la flore que ce phénomène scientifiquement prouvé a des répercussions durables, notamment sur le changement climatique. Ainsi, on sait aujourd'hui qu'un paix de mouche à Tombouctou déclenche une brise d'anus de perroquet à Vladivostok, ce qui entraîne quasi immédiatement un ouragan de force 5 dans les pays du Golfe, jusqu'à remplir la mythique cuvette de Dien Bien Phu. Ceci n'est pas sans provoquer un désordre géopolitique majeur qui pousse, oui mesdames, messieurs, qui pousse nombre de chefs d'État à négocier avec l'incontournable Vladimir Poutine à une désescalade rapide des tensions dues aux constipations internationales. Et prout, ça a fini par péter. Ah. J'ouvre ici une parenthèse opportuniste sur les cultivateurs et les producteurs de faillots, dont la prospérité, elle, n'est pas éphémère, mais dont la mémoire collective se souviendra longtemps, notamment le dimanche après la messe, lors de pétaradants déjeuners familiaux qui sont le rituel bien connu de nos compatriotes. Ainsi évoquons le souvenir de ce poilu de la guerre de 14, Eugène Baptiste de la Dorée, dit l'intestin grêle, qui mourut en faisant le siège à 112 ans, après une ultime attaque de gaz hilarant provoquée par ces fameux faillots. Belle performance. Bon. Qu'en est-il finalement de l'effet de serre? Ça ne sert à rien. C'est ça, illusion d'optique et autres subterfuges. Pur newtonisme, à savoir que les risques sont moindres au centre de la gravité qu'au bord de la catastrophe. Oui, mesdames, messieurs, il faut savoir réussir sa sortie. La sentir surtout. Verlaine, qui en fut bien inspiré, l'avait magnifiquement décrit dans sa chanson d'automne, puisqu'il ne manqua pas de papier ce jour-là pour faire sa grosse commission poétique, au sein de son cabinet jusqu'à atteindre l'asphyxie. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Oui, l'éphémère est bel et bien une condition gastrico-poétique, qui fut l'inspiration majeure de Verlaine, mais également de son congénère Rimbaud, qui lui aussi avait saisi l'importance d'une posture pour lâcher les vers. Oui, Rimbaud avait compris que l'accroupissement, pour faire son besoin poétique, était une élévation éphémère mais durable dans nos esprits. Je le cite donc pour finir cette communication. Il se démène sous sa couverture grise et descend ses genoux à son ventre tremblant, effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, car il a mis le poing à l'anse d'un peau blanc, à ses reins largement retroussant sa chemise. Or, s'il s'est accroupi frileux, les doigts de pied repliés, grelottants au clair soleil qui plaque des jaunes de brioche aux vitres de papier, et le nez du bonhomme où s'allume la laque renifle au rayon
tel qu'un charnel politier. Et le soir, aux rayons de lune qui lui font au contour du cul des bavures de lumière, une ombre avec détail s'accroupit sur un fond de neige rose, ainsi qu'une rose trémière. Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu, des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. E candeur des vapeurs élétantes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans les colères ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin, des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô suprême clairon, plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Avez-vous entendu ça? Quelle obscénité! C'est le corps féminin exposé in coitu. A noir, c'est le triangle inversé d'un pubis. E blanc, sans ses sangles, devient deux seins d'albâtre. I rouge est une bouche fardée qui aguiche. U vert figure une chevelure d'ondine. Quant à O, c'est l'œil bleu de la femme conquise qui vire au violet quand le mal la comble. Tais-toi donc, Forisson, tu dis n'importe quoi. Ce ne sont que pauvres vers, des vers très pauvres, des vers incohérents, vaguement composés, de pauvres vers idiots où gisent pêle-mêle, entre morts pitoyables et jugements derniers, des objets de couleur on ne peut plus banals, sans rapport avec les voyelles qu'ils illustrent. Tu es un pignouf et tiamble. C'est toi qui dis n'importe quoi, que tu parles ou que tu pètes, tes mots ne valent pas tripette. Répète un peu, bébert. Répète un peu pour voir. Messieurs, c'est une conférence tout de même, messieurs. Oh, chenapan. Relâchement. L'économie des nerfs, J. Voilà. 23 janvier 1876. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Pas du tout. Vers la fin des Agates, un tout jeune homme osa lire une pièce de vers qui dépassait tout ce que les licencieux du siècle dernier avaient écrit de plus honteux. Il eut un froid. Le photographe Étienne Carja, qui par hasard s'était égaré là, haussa les épaules avec dégoût. Le lecteur, l'improviste, bondit sur lui et le frappa d'un coup de couteau. Dieu merci, la blessure n'eut aucune suite grave. Oh. Mais ce dîner des vilains bonhommes fut le dernier. Bigre. Il est à peine utile d'ajouter, pour l'honneur des poètes, que l'auteur de cette agression n'a jamais appartenu de près ou de loin à aucune école. Ah ouais. Et il a plongé depuis dans le plus profond oubli. Ah, Signé Adolphe Racot. oui. Ah oui. Et Adolphe Racot. Non. Vous voyez qui je veux dire, Adolphe Racot. Le célèbre Adolphe Racot. non, pas vraiment. L'inoubliable Adolphe Racot. Non, Arthur Rimbaud, on voit qui c'est. mais- Verlaine,
prince des poètes, toi qui as bien connu Arthur, que voulait-il dire au juste En coloriant ses voyelles. Il se foutait pas mal de savoir si A était rouge ou vert. Il le voyait comme ça, c'est tout. Mais qui es-tu, ô toi qui passes, comme le café, comme le temps? Je suis un narrateur. Un narrateur? Un narrateur pousse l'arrière à travers le champ des possibles. Sa voix laboure les sillons de nos temps anciens révolus. Tu sais qu'il est beau ton Marcel? Marcel. Qualité faite pour durer. C'est une marque renommée. Et qui sont beaux tes photos, gardés comme des madeleines. Je ne tiens pas à m'encombrer l'esprit avec vos flatteries. Cessons de perdre notre temps. Allons voir dans le potager si fleurissent les jeunes filles. Vous permettez, mon cher? Mesdames, messieurs, je vais aujourd'hui vous restituer les travaux que j'ai consacrés à un objet de recherche quelque peu atypique. Et j'entends bien à cet effet rétablir un peu de justice. Police partout, justice nulle part. Bon, vous permettez? Je disais donc, rétablir un peu de justice, au moins dans la sphère du potager. Mesdames et messieurs, savez-vous qu'il existe un légume qui, pour des raisons obscures, est victime d'une défiance persistante, d'un discrédit tenace? Une disgrâce totalement infondée. Ce légume, décrié par beaucoup, est pourtant riche en vitamines, notamment en vitamines E, K et B9. Porte-avions touché. Sous-marin coulé. La B9 est essentielle à la femme enceinte, car elle aide à la croissance du fœtus et à la lactation. La vitamine E est un puissant antioxydant pour nos cellules, c'est pas l'image de ce qui se passe actuellement, freinant ainsi leur vieillissement. Et puis, sans vitamine K, à la moindre coupure, on frise l'hémorragie. Plutôt gênant, non? À ce palmarès vitaminique s'ajoutent de jolis scores sur la concentration en calcium, sodium et autres potassium. Autant d'éléments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, que ce soit pour réguler la pression sanguine, les contractions musculaires ou encore les sécrétions hormonales. Ce légume vert, facilitateur de notre quotidien, est pourtant boudé, ostracisé. Avez-vous trouvé, mesdames, messieurs, de quel légume s'agit-il? Eh bien, l'héroïne de cet exposé n'est autre qu'un légume-feuille que l'on nomme bête, blette, poirée ou encore carde. Elle possède en effet plusieurs pseudonymes. Ses détracteurs n'hésitent d'ailleurs pas à dire qu'elle avance masquée. Et alors? Masquée comme nous tous depuis près de 2 ans maintenant. L'argument est astucieux. Surtout quand on le porte plus. Évidemment, il est facile d'associer à ce légume le souvenir de la vieille fille aigrie du roman de Balzac, la cousine bête. Par contre, personne n'évoque le happy end du conte de Perrault, La Belle et la Bête. Si ce n'est pas là de la mauvaise foi, franchement, le nom bête renvoie d'ailleurs au bestial, à l'animal. Et c'est des coups à être rejetés même par les véganes. Que de souffrance derrière cette hostilité. Si les grandes douleurs n'étaient pas muettes, on n'entendrait qu'elles. La blette a-t-elle plus de succès?
Pas vraiment. Cette seconde identité rappelle bien trop la poire qui s'apprête à finir sur le compost. Le compost de poire, qui est une recette emblématique du monde rural. Autre recette typique de notre Anjou, la gogue, qui mêle délicatement des morceaux de blette à une base de boudin noir. Oui, autrement dit, le cauchemar absolu de l'écolier à la cantine. Entre nous, qu'est-ce qui n'est pas le cauchemar de l'écolier à la cantine? Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, pour défendre efficacement la réputation de ce légume, mieux vaut se focaliser sur sa dénomination la plus consensuelle, à savoir la carde. Et comme pour dérouler cet exposé, j'ai carde blanche, je vais rappeler quelques termes ou expressions qui montrent bien combien la carde est présente dans notre quotidien. N'en déplaise à celles et ceux qui restent réfractaires à la saveur subtile de cette plante potagère dont on peut préparer différemment les tiges et les feuilles. Commençons par une petite note d'érotisme. Pour regarder les dessous des cartes. Afin de dessiner ensuite la carde du tendre. Pour peut-être nous voir proposer au final une carde de fidélité. À moins que ne surgisse soudain la querelle, la dispute qui s'en vient brouiller les cardes et jeter à bas tout l'édifice patiemment construit qui s'effondre alors. Tel un château de cardes. Je ne vous le fais pas dire. Heureusement, tout ne s'achève pas toujours de manière aussi dramatique. Parfois, un simple tour de carde ou un renouvellement de notre garde-robe permet de renouer le contact. Ne demeure alors que le souvenir de cette chamaillerie comme une mise en garde pour le futur. Même s'il est illusoire d'imaginer que l'on puisse un jour avoir toutes les cartes en main pour brûler à nouveau d'un amour incandescent. L'incinération, c'est quand il nous faut descendre en rappel. Descendre en rappel. Les soubresauts de l'amour, c'est bien joli. Mais il ne faut pas oublier non plus l'activité professionnelle. Quel beau métier nous offre la carde. Voyez plutôt, si vous vivez à la campagne, vous pouvez viser un emploi de carde champêtre. Jadis, vous pouviez être également carde barrière. Si votre tasse de thé, c'est le prestige de l'uniforme, n'hésitez pas à postuler pour entrer dans les cardes républicaines. Vous pourrez alors vous rigidifier au quart à vous et sans bouger d'un cil, monter la carde. Si par contre, vous avez la bougeotte et le sens du commerce, devenez donc représentant multicarde. Mais si vous vous adonnez au porte-à-porte, méfiez-vous des chiens de carde. Un conseil, pensez à prévenir vos clients en leur envoyant au préalable Votre carte de visite. Oui, ou alors une simple carte postale. à l'heure du repas. Puisque vos frais sont remboursés, vous aurez le choix entre opter pour le menu ou manger à la carte. Attention toutefois à ne pas forcer sur la chopine, pour vous retrouver in fine en garde à vue, et peut-être même sous la surveillance d'un garde frontière qui vous aura confisqué jusqu'à votre carte d'identité, votre carte de séjour Ou votre carte de veille. En un mot, prenez garde à ne pas faire n'importe quoi. À travers le rappel de ces aspects du quotidien, j'espère bien vous avoir incité à découvrir ou redécouvrir ce légume plein de vertus, qui est un peu en voie de disparition dans les cuisines. Vous me direz, la voie de la disparition, cela concerne aussi les ours polaires et les orang-outans, et on ne s'en soucie pas plus que cela. Le chemin global parcouru par l'homme à travers les âges se résumera en ces quelques mots du Néandertal au néant
totale. Alors justement, à notre modeste échelle angevine, depuis notre chaire de cardologie, faisons un geste symbolique fort. Rebaptisons une commune des Mauges pour envoyer un signal fort à tous les opposants que connaît la carte. Que le point culminant du Maine-et-Loire s'appelle donc désormais Saint-Georges-les-Cardes. Monsieur ou Madame le maire, si vous avez vent de mes travaux, dont chacun, chacune dans cette salle a pu cerner l'ampleur de la portée scientifique, je compte sur vous. Un petit geste, mais qui sera perçu comme un acte fort en faveur de ce légume d'une remarquable vigueur. En garde à toi. Car Garde. comme chacun le sait depuis Waterloo, La garde meurt, mais ne se rend pas. merci bien. Et puis mourir, autant faire ça à la dernière minute. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Et que Dieu vous garde. Bon. Revenons, s'il vous plaît, à la poésie et au thème du printemps des poètes 2022, l'éphémère. Mille merci aux poètes attitrés qui nous ont proposé ce sujet qui agite la poésie depuis toujours. Par exemple, dans ce poème de Pierre Corneille, cherchant à obtenir les faveurs d'une jolie marquise. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Et marquise, Georges Brassens lui a donné la parole pour répliquer. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Et blanc. Mine de rien, Georges Brassens a anticipé sur les mouvements MeToo et Balance ton porc avec cette petite chanson. Alors bien sûr, il y a ce fameux sonnet de Ronsard, l'abbé Ronsard, enfin non, Chanoine, le chanoine Ronsard, et sonnet ou poème que tous ceux qui ont fréquenté un tant soit peu l'école connaissent plus ou moins. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, n'a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Bonjour ma petite dame. C'est pas vous qui vous appelez Lily Datas? C'est bien moi, en effet. J'ai du courrier pour vous. Du courrier, voyons ça. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez ravissante? Les filles sont des poèmes lus par des imbéciles. Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidante et filante, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Une fille doit étudier longtemps pour être aussi bête qu'un homme. Bravo. La danse des sept voiles vaut les pensées de Spinoza. Je serai sous la terre et, fantôme sans os, par les ombres myrtaux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain prétentieux. Par quelle timidité dantesque me retrouvai-je en ce lieu? Comme une odeur de pied angélique, ma candeur me suivait partout. J'étais toujours à la portée de main d'un pillard.
tout regard d'homme pouvait se changer en impasse crasseuse. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Il est lourd, hein. Dressés à sourire, comme certains chiens à mordre. Ces roses interchangeables composaient un bouquet mondain, laissant dans leur sillage la puanteur d'un parfum de luxe. Leur grâce donnée en mode d'emploi, rien ne les distinguait. J'étais cette rose noire qui sautait du bouquet. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Adieu beaux cheveux violets, œil doux briller. La Marie Brizard. Bon. Maintenant que le chanoine nous a parlé, mais que Lydie Lataz lui a répliqué, avançons un peu vers la modernité. L'éphémère de Guillaume Apollinaire. La gitane savait d'avance nos deux vies barrées par les nuits. Nous nous dîmes adieu, et puis, de ce puits, sortit l'espérance. L'espérance, on s'en fout. On préfère l'espoir. L'espoir, belle Hélène, avec du chocolat. L'espoir en clafoutis, l'espoir au vin rouquin. Les poires en smoothie, pochées à coups de poing. Les poires pour talou. Et les pommes d'amour. Bon, je peux continuer. Ou alors, d'Apollinaire toujours, le pont Mirabeau, bien sûr. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Après quoi, l'éphémère, chez Jacques Prévert, chante comme un écho. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Alors finalement, nous pouvons constater qu'avec la poésie, ce qui est éphémère peut devenir très durable. Par exemple, quand Joachim du Bellay se lamente sur son exil à Rome, il se rappelle de sa région de naissance, l'Anjou. Et il termine son poème sur un syntagme désormais gravé dans le marbre, « La douceur angevine ». Bon, mais qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, dansons maintenant. Allez, dansons à l'envers de ceux qui marchent en cadence en braillant des slogans. Écrivons des poésies pour déjouer ceux qui parlent en cadence. Contrer les éléments de langage, les publicités qui nous pourrissent la tête. Dansons pour étourdir les préjugés et les idées reçues et faire trébucher les uniformes confits sous leurs étendards. Dansons pour subvertir les protocoles et les standards. Dansons pour faire pièce à la lourdeur et à l'inertie des habitudes et des bureaucraties. J'allais le dire. Dansons sous le soleil de nos joies éphémères et de nos passions durables. Dansons sur la musique des poésies qui nous inspirent. Ancienne ou moderne, qu'importe. Si elle nous ouvre une porte vers ce qui vit et ce qui vibre. Vous tous que ça concerne, raccrochez les fusils. Allumez les lanternes. Chantez des poésies. Pour que vive chacun Chaque un des femmes et des hommes dans l'univers divers des langues de Babel. Ben voilà, tout est dit.
Alors, vous avez eu des petits extraits de Joachim Bellé. Alors, on vous invite là à ouvrir vos petits papiers. Et si vous voulez faire un poème éphémère, eh bien, allez-y. On va vous écouter et ça fera un poème. Alors sinon, vous aviez ici même Maître Gérard, Maître Jolion, Maître Pierre, Dame Noël, Dame Béatrice, Maître Philippe et Maître Francis qui est un peu à l'origine de ce cafouga. Ainsi que superbe Katia, ainsi que Albert, qui vient nous présenter tout. Merci à vous.